Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du conseil municipal de la ville d'Amqui pour l'année 2022. Alors, justement, étant donné qu'on est en début d'année 2022, j'en profiterai pour prendre notre petit moment de silence pour nous souhaiter, vous souhaiter que enfin, après 2 ans de coronavirus, je dirais, qu'en 2022, nous puissions enfin reprendre des activités familiales, des activités sociales, des activités sportives qui pourraient se tenir au moins dans ce qui pourrait être avec la chaleur humaine, qu'on ne soit pas tous chacun chez nous. Ce soir, je voulais être à l'hôtel de ville, mais bon, il fait tempête, il fait mauvais. Ça fait que c'est ce que la vie nous amène, c'est qu'on peut quand même tenir notre séance chacun chez nous, dans la chaleur de notre foyer, mais ça nous manque le contact humain. Fait que c'est ça, je vais donner quelques instants de silence pour faire en sorte qu'on puisse reprendre une vie soi-disant normale. Merci. Alors, merci tout le monde. Donc, avant l'ouverture de la séance, je vais demander à M. Paradis, à Vincent, de nous parler des mesures sanitaires encore qui sont les nouvelles mesures sanitaires qui ont été remises en place en date du 20 décembre. Fait que les particularités qui suivent ces mesures. Fait que Vincent, je vous laisse la parole. Oui, donc les mesures sanitaires depuis le 20 décembre 2021 exigent que les séances du conseil municipal se tiennent à distance. Donc, on est présentement en vidéoconférence sur Google Meet. Puis, les citoyens sont invités là, via Facebook et le site web à y participer également. Elle est aussi télédiffusée et enregistrée là, par la TVC de la Matapédia. Donc, voilà pour les mesures sanitaires pour le moment. Merci beaucoup, M. Vincent. Alors, moi, je vais vous demander aussi quand même de la bienveillance, puisque c'est ma première séance virtuelle aussi, et des fois, on a besoin d'un petit peu d'ajustement, fait que je vous demanderai de la bienveillance, s'il vous plaît, pour moi ce soir. Alors, je vais y aller avec une proposition pour l'ouverture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, Mme Allemand. Harris. Bon, Égide propose et ça va être appuyé par Hélène Guilbeault. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour vous a été communiqué par voie électronique. Fait qu'on a tous pu en prendre connaissance avant la rencontre de ce soir. Donc, nous n'en faisons pas la lecture. Et avec l'ordre du jour aussi, on a ajouté aux affaires nouvelles nomination d'un élu substitut pour la vérification des comptes à payer. Alors, je vais prendre une proposition d'ordre du jour avec l'ajout aux affaires nouvelles. Luc Daigle. Merci. C'est appuyé par Pierre-Luc Lepère. Pierre-Luc avait ouvert. Merci. C'est un concours de vitesse, ça, là, hein? Merci beaucoup. Alors, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2021 pour adoption. Alors, le procès-verbal, encore là, vous l'avez tous eu déposé sur vos tablettes électroniques en date de vendredi. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition pour celui du 20 décembre? Richard Leclerc. Merci, Richard. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition et l'appui, s'il vous plaît? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, Pierre-Luc. Est-ce qu'il y a des questions? Sarah-Joséphine. Ah non, c'était Richard. Richard l'avait déjà proposé, puis là, Pierre-Luc l'avait appuyé. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce procès-verbal?
Donc, quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Point 4, le procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci du 22 décembre. Pour adoption aussi. Alors, le 22 décembre, à ce moment-là, c'est ça, on avait une séance extraordinaire qui avait été faite par vidéoconférence. Pour la première séance, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Merci, Sarah-Josée. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On demande le vote? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on avait encore au point 5 le procès-verbal de la séance extraordinaire aussi qui s'est tenue le 22 décembre. Et cette fois-ci, c'était pour l'adoption du budget 2022. Alors, vous en avez pris connaissance aussi parce que vous l'avez reçu avant. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Luc Brigitte Daigle. Charret. Merci. Luc Daigle en fait la proposition et c'est appuyé par Brigitte Charret. Merci beaucoup. Alors, le point 6, on a la période de questions des citoyens. Je vais laisser Mme Marie-Hélène pour faire préciser qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là pour une période de questions vu qu'on est en vidéoconférence aujourd'hui. Oui, alors merci Mme la mairesse. On a des gens qui sont connectés. Alors, si ces personnes souhaitent s'adresser au conseil municipal pour leur poser des questions, l'important, comme le prévoit notre règlement de régie interne, c'est d'ouvrir votre caméra, de vous identifier au préalable, de vous adresser à la présidente de la séance, soit Mme Sylvie Blanchette, mairesse, de déclarer à qui s'adresse votre question. Et vous avez le droit de seulement poser une question. Puis, c'est important de toujours adresser un message qui est poli et respectueux envers le conseil municipal. Alors, ça fait partie de notre règlement de régie interne, plus précisément à l'article 6. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est connectée avec nous? Je vais vous laisser quelques secondes pour, si vous êtes intéressé, à vous adresser à nous. Donc, personne ne s'adresse à nous, fait qu'on va continuer à ce moment-là. Le point 7, correspondance au 14 janvier 2022. Alors, c'est un dépôt au niveau de la correspondance, tout simplement. Il n'y a pas de questions, commentaires, ça va. Le point 8, administration générale et gestion financière. Alors, on a au point 8.1 la liste des comptes au 31 décembre 2021 pour approbation. Je vais laisser Mme Marie-Hélène pour faire la liste des comptes. Oui, alors merci. Oui, je vais faire un résumé de la liste des comptes au 31 décembre 2021 pour la séance de ce soir, soit le 17 janvier 2022. Elle totalise une somme de 1 720 897,28 $. Les principales dépenses, en fait, il y a des chèques qui ont été émis pour une somme totale de 1 034 348,22 $. Ça concerne, en fait, plus précisément 2 contrats qui sont en cours, soit le fournisseur qui est en train d'effectuer la passerelle J-Napoléon-Pérusse, soit Pont Expert, ainsi que l'entrepreneur qui est en train de faire la mise à niveau de nos étangs d'épuration, qui est Allen Entrepreneur. Et pour ces 2 entrepreneurs-là, il y a plus de 1 million de $ qui sont versés. Ensuite, il y a les paiements de fournisseurs par transfert bancaire pour une somme totale de 16 396,66 $. Il y a des prélèvements pour les prélèvements, c'est toujours pour les mêmes éléments, soit des comptes d'Hydro-Québec, des frais de téléphonie ainsi que les DAS, tout ce qui est à payer à Revenu Québec, ainsi que pour la Commission de la santé et sécurité au travail pour une somme totale de 159 786,08 $. Il y a des paies pour les employés pour une somme totale de 161 252,83 $. Des frais mensuels pour les services bancaires pour une somme totale de 497,91 $.
et des comptes à payer pour une somme totale de 348 615,58 $. Ça comprend notamment des honoraires professionnels de Stantec, ingénieur, Innovation Amérique ingénieur, la MRC de la Matapédia et Bernard et Godreau qui sont des arpenteurs. On a également des contrats, soit un contrat pour le ramassage des matières résiduelles, poubelles et recyclage, l'entretien de nos bâtiments ainsi que PG Solutions qui supporte l'ensemble de notre suite pour la taxation, notamment les permis. On a aussi l'acquisition d'une benne et de l'essence. C'est les dépenses principales au 31 décembre 2021. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Merci beaucoup. Alors, je vais juste préciser que je suis allée moi-même vérifier les comptes aussi vendredi, je crois. C'est M. Pierre-Luc qui devait le faire, était à l'extérieur de la région. Alors, c'est ça, j'ai vérifié les comptes et tout était conforme. Je peux vous le confirmer, justement. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire la proposition pour l'acceptation des comptes? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci Pierre-Luc. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci. Est-ce que questions, commentaires concernant la liste de comptes? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Le rapport d'élection 2021. C'est un rapport qui a été préparé par notre président d'élection. Fait que je vous laisse c'est un dépôt, mais je vous laisse quand même le présenter un peu. Oui, ben en fait, comme vous le dites, c'est un rapport sur la tenue des élections municipales du 7 novembre dernier. Donc, je m'étais engagé là, à titre de président d'élection de le compléter là, à l'aide des commentaires du personnel électoral, de la secrétaire d'élection, puis évidemment de mes propres observations. Donc, grosso modo, là, c'est chacune des étapes du processus électoral pour lesquelles j'ai ajouté des commentaires, des recommandations, des observations pour que ce soit un outil là, à ressortir en 2025 pour les élections municipales générales. Donc, en espérant que ce document-là soit utile justement pour les prochaines élections, parce qu'en 4 ans, il s'en passe des choses, puis la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, c'est bien intéressant d'avoir pu camper ça sur papier, puis en espérant que ce soit utile. Merci beaucoup, M. Paradis. D'ailleurs, à ma première séance du Conseil qui avait suivi l'élection, je vous avais félicité, vous et votre équipe, pour l'excellent travail que vous avez fait durant la tenue des élections. Aujourd'hui, je vous félicite vraiment pour ce rapport qui est très détaillé, qui est très intéressant. J'ai vraiment pris le temps de le lire, 25 pages, je crois, oui. Et je vous félicite parce que c'est très, très bien fait. Fait que merci beaucoup. Je sais que vous avez mis beaucoup d'heures à rédiger ce rapport. Merci beaucoup. Merci. Excusez, c'est un dépôt tout simplement. Et au 8.3, on a le rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle année 2020-2021 pour un dépôt également. Mais je vous laisse la parole pour le présenter. Oui, donc encore là, ça découle des obligations de la loi sur les cités et villes, puis de notre règlement sur la gestion contractuelle. Donc depuis, en fait, 2018, il y a une obligation là, de déposer des rapports annuels concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Puis, en fait, là, c'est deux années en une, là, étant donné que vous aviez adopté, là, le conseil municipal avait adopté en 2020 le nouveau règlement sur la gestion contractuelle. Ce qui avait été prévu de faire, là, c'est vraiment de cumuler les 2 années, 2020 et 2021, pour faire un rapport plus complet, puis attendre de voir comment ça se passe. Fait que c'est le résultat, en fait, là, de ces 2 dernières années
avec ce nouveau règlement sur la gestion contractuelle, puis aussi avec les modifications qui ont été apportées en 2021 par rapport à l'achat québécois là, qui était nécessaire, rendu nécessaire là, en raison de la pandémie. Le gouvernement avait demandé là, d'ajouter ça au règlement sur la gestion contractuelle. Donc, ce qu'on peut faire comme constat, c'est que, somme toute, la ville d'Amqui et ses gestionnaires respectent assez bien le règlement sur la gestion contractuelle, puis favorisent l'achat local. Donc, la majorité des contrats que la ville d'Amqui accorde sont accordés à des entrepreneurs locaux, des fournisseurs locaux. Puis, la majorité du temps, là, quand il y a des demandes de prix ou des fournisseurs existants, ils sont accordés aux fournisseurs locaux. Là, puis, les seules raisons pourquoi que ce n'est pas accordé aux gens d'Amqui, c'est parce que le prix fourni peut-être n'est pas le plus bas ou ils n'ont pas l'expertise là, nécessaire. Donc, sinon, là, c'est vraiment quelque chose qui est favorisé. Donc, on peut être fier de ça. Donc, voilà pour le rapport. Là, il peut être consulté là, sans problème. Là. Ce soir, on en fait un dépôt. Là. Je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive, là, mais voilà. Non, on ne passera pas par là si ça vous fait bien. De toute façon, tous les élus l'ont reçu justement depuis vendredi dernier. Ils sont en mesure d'en prendre connaissance aussi. Et c'est ça. Puis on est justement très fiers quand on peut donner nos contrats aux contracteurs de la région d'Amqui. Amqui. Ensuite, on regarde la Matapédia. Quand c'est pas Amqui, ben on regarde au moins pour la Matapédia. On a vraiment le souci de respecter ça. Le 8.4, à ce moment-là, le règlement numéro 903-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Amqui. À ce moment-ci, ça va être un avis de motion. Alors, qui fait l'avis de motion? Richard lève la main, donc ça va être Richard Leclerc qui fait l'avis de motion. 8.5, toujours le règlement numéro 903-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Amqui. À ce moment-ci, ça va être le dépôt du projet de règlement. Fait que je vais vous demander, Richard, de faire la lecture du sommaire, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Alors, sommaire du règlement 903-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Amqui. Considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux villes de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux, considérant qu'une élection générale municipale a eu lieu le 7 novembre 2021, considérant que, conformément à l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute ville doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant que la ville d'Amqui a procédé à la révision du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Amqui, conformément aux nouvelles dispositions législatives apportées par l'entrée en vigueur du projet de loi numéro 49. En conséquence, un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. Objet et résumé du règlement. L'objet de ce règlement est l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville d'Amqui qui énonce les principales valeurs de la ville en matière d'éthique ainsi que les règles de déontologie qui doivent guider les membres du conseil. Ces valeurs sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la ville et les citoyens, la loyauté envers la ville, la recherche de l'équité et l'honneur. Le présent code poursuit les buts suivants:
accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions des membres et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la ville d'Amqui. Instaurer les normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des membres et de façon générale dans leur conduite. Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les règles de conduite énoncées dans le Code concernent notamment l'indépendance de jugement des élus dans l'exercice de leurs fonctions, eu égard à leurs intérêts personnels, en parenthèse, notion de conflit d'intérêts, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres avantages, les règles entourant les activités de financement politique, l'utilisation des ressources de la ville ainsi que l'après-mandat. Ce code prévoit également les sanctions que peut entraîner un manquement. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la ville dans la section Règlement municipal. L'adoption est prévue lors de la séance ordinaire du 21 février 2022. Merci beaucoup, M. Leclerc. Alors, c'était pour un dépôt pour le projet de règlement. Alors, nous passons maintenant au point 8.6, qui est à ce moment-ci le règlement 904-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville d'Amqui. Cette fois-ci, une avis de motion sera donnée par Hélène Guilbeault. Parfait, merci Mme Guilbeault. Alors, en 8.7, pour ce même projet de règlement, le 904-22, pour en faire le dépôt du projet de règlement. Fait que, Mme Hélène, je vous laisse en faire la lecture du sommaire. Oui, bien sûr. Donc, ça reste quand même standard à ce qu'on vient de voir. Vous allez voir, c'est pas mal les mêmes mots, mais dit avec un autre timbre de voix. Donc, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale entrée en vigueur le 2 décembre 2010 impose aux municipalités de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. Considérant que la Ville d'Amqui a procédé à la révision du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville d'Amqui pour se conformer aux nouvelles dispositions législatives apportées par l'entrée en vigueur du projet de loi numéro 49, en conséquence, un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. L'objet est résumé du règlement. L'objet de ce règlement est l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les employés de la Ville d'Amqui qui énonce les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique ainsi que les règles de déontologie qui doivent les guider. Ces valeurs, comme celles qu'on vient de voir précédemment, sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers l'ensemble des personnes avec qui ils traitent dans le cadre de ses fonctions, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité et finalement l'honneur. Le présent code poursuit les buts suivants. Point numéro 1, accorder la priorité aux valeurs de la Ville. Point numéro 2, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs. Point numéro 3, prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Point numéro 4, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les règles de conduite énoncées dans ce code concernent notamment l'indépendance de jugement des employés dans l'exercice de leurs fonctions, eu égard à leur intérêt personnel, soit les notions de conflit d'intérêt, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres avantages, les règles entourant les activités de financement politique, l'utilisation des ressources de la Ville ainsi que les règles suivant la fin d'emploi. Ce code prévoit également une disposition sur les sanctions que peut entraîner un manquement. Le projet de règlement peut être consulté, bien entendu, sur le site web de la Ville dans la section Réglementation municipale. L'adoption est prévue lors de la séance ordinaire du 21 février 2022. Merci beaucoup, Mme Guilbeault.
Alors encore, cette fois-ci, c'était le dépôt du projet de règlement. 8.8, à ce moment-là, la convention de correction de je recommence. Convention de correction de fermeture de prêt avec la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Financement temporaire lié au règlement d'emprunt numéro 833-18, désignation de signataire. Alors, je laisse la parole pour nous expliquer à M. Vincent. Oui, donc on se rappelle que la Ville, le Conseil a accordé, a adopté une résolution en décembre dernier pour un financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins. Malheureusement, il y a eu une erreur administrative du côté de la Caisse et ce prêt-là a été aussitôt ouvert, aussitôt fermé et on doit procéder à une réouverture, une correction. Donc, c'est vraiment en lien avec le règlement d'emprunt numéro 833-18 qui avait été adopté en 2018. Puis, c'est le prêt numéro 4, folio 7589. Donc, il est recommandé d'ouvrir à nouveau le prêt au support technique de la Caisse de façon à réintégrer le prêt, de confirmer à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia que la mairesse et le trésorier sont autorisés à signer tous les documents afférents pour et au nom de la ville d'Amqui. Parfait, merci beaucoup. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Proposé par Richard Leclerc et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Merci. Questions, commentaires concernant la proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est accepté à l'unanimité. 8.9, addenda à l'entente avec le CI3S Bas-Saint-Laurent pour les locaux pour la vaccination. Désignation de signataire. Alors, le point vous est présenté par Mme Marie-Hélène. Exactement. Alors, considérant qu'il y a une entente qui est intervenue avec le 6 du Bas-Saint-Laurent par les résolutions 2021-02-039, 2021-11-389 et 2021-12-442 pour la location de locaux municipaux pour la vaccination. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications au contrat puisque le Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent souhaite louer également le local 29 du Centre récréo-culturel. En conséquence, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la prolongation de l'entente pour la location de la salle communautaire ainsi que pour le local 29 jusqu'au 30 juin 2022 avec le 6 du Bas-Saint-Laurent aux conditions prévues à l'entente, puis en lui ajoutant un montant additionnel de 41 $ par jour civil pour l'ajout du local 29, et de désigner la mairesse et le greffier, à signer l'entente pour et au nom de la ville d'Amqui. On se rappelle qu'on avait signé une entente dernièrement, puis c'est pour la prolonger jusqu'à la fin juin. C'est ça, on l'avait prolongé jusqu'à la fin avril, je crois. Exactement. Puis là, ils nous demandent tout de suite de prolonger à la fin juin et on rajoute quand même un petit 41 $ par jour pour un espace de plus qu'ils ont besoin. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. OK. Donc, Pierre-Luc propose et je vais prendre comme appui Mme Guilbeault. Merci. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc c'est accepté à l'unanimité. Le point 8.10, qui est la demande des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, on demande un appui de la ville d'Amqui. Alors, M. Denoncourt, vous aviez soumis votre intérêt à nous lire les considérants. Donc, je vous laisse la parole. Oui, effectivement. En fait, là, le désir par cet appui là, du conseil municipal de la ville, je crois que c'est vraiment
de dire fermement notre appui en fait à cette industrie-là qui est super importante pour notre région et pour notre municipalité en particulier. Donc, il nous apparaît important, même si le texte est un peu long, là, vraiment de lire l'intégralité des considérants afin là, que notre appui là, soit à l'ensemble de ces considérants-là. Donc, j'en débute la lecture. Donc, suite à leur demande de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, considérant l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire, considérant que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le déploiement de stratégies d'aménagement sylvicole novatrices et performantes qui ont largement contribué à la prospérité économique du Québec, considérant que le Bas-Saint-Laurent compte 50% de forêts privées sur son territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20% de la totalité des bois de forêts privées mobilisés au Québec à chaque année, considérant que ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui couvre 8 MRC comptant 114 municipalités sur plus de 22 000 pieds carrés, considérant les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que les superficies affectées ont cru de 23 % dans la dernière année, passant de 1 316 999 hectares à 1 621 860 hectares entre 2020 et 2021. Considérant que dans la région du Bas-Saint-Laurent, 79% des superficies de forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 2012 et que l'importante superficie ont atteint un seuil de défoliation cumulative montrant des signes de mortalité. Considérant la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'est de la région, considérant l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et conséquemment d'engager une part de plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette récupération et la remise en production de ces sites. Considérant que les sommes octroyées dans le cadre des programmes existants ne suffisent pas pour à la fois et en même temps récupérer et remettre en production les peuplements affectés et réaliser les autres travaux d'aménagement de la stratégie d'aménagement régional, à savoir les éclaircies commerciales de plantation et le jardinage des érablières. Considérant que cette situation diminuera de façon drastique la capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 813 253 mètres carrés en 2019-2020 à 260 652 mètres carrés en 2023-2024. Considérant l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région, considérant que les travaux d'aménagement représentent une part importante des activités économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraîne déjà des pertes importantes pour eux, considérant que la diminution des activités d'aménagement a un effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et les entrepreneurs forestiers, à un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 millions pour justement assurer la rétention et le recrutement de cette main-d'œuvre. Considérant que selon une étude réalisée en 2020 par la firme PricewaterhouseCoopers, chaque dollar investi dans l'industrie forestière apporte 150 % en taxes et redevances perçues par le gouvernement tout en soutenant l'occupation dynamique du territoire. Considérant la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée malgré l'épidémie qui sévit pour protéger les investissements faits depuis 50 ans par l'État québécois. Considérant que le premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de maximiser l'impact économique de la filière forestière dans la stratégie de développement économique du Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la productivité de la forêt bas-laurentienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement. Considérant que la réalisation des travaux d'aménagement prévus, combinée à la récupération et la remise en production des peuplements affectés, permettrait d'accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d'affaires.
Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de production du bois. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponse satisfaisante à leurs propositions. En conséquence, il est proposé d'appuyer les demandes de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent visant à demander au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022. Demander au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 millions du budget régional pour permettre la récupération et la remise en production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 4 années suivantes, soit de 2022-2023 à 2025-2026. Demander au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial et par la suite de transmettre les copies aux intervenants concernés. Donc, Merci. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Effectivement, comme vous avez dit, c'était un peu long, mais je crois que c'était très important quand même d'en faire la lecture parce qu'on sait que le bois est une matière première qui est très, très, très importante pour notre région et pour le Bas-Saint-Laurent. Et il faut aider à ce qu'il se renouvelle aussi. Alors, est-ce qu'après la lecture, quelqu'un est prêt ou est-ce que vous en faites la proposition, M. Denoncourt, après d'avoir fait la lecture? Effectivement, je propose. Alors, merci. Luc Daigle, je seconde. Parfait. Donc, nous allons passer maintenant aux ressources humaines. Le point 9.1, rapport des ressources humaines pour la période du 21 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Alors ici, c'est un dépôt tout simplement du rapport. 9.2, embauche de M. Gilles Filion au poste de contremaître division entretien. Alors, est-ce que c'est Mme Marie-Hélène, s'il vous plaît? Oui, alors, comme vous le savez, il y a eu un diagnostic organisationnel qui a été fait et il a été convenu que le service des travaux publics allait avoir une nouvelle branche, soit la branche qui serait entretien. Et pour ce faire, nous devons embaucher un contremaître à la division entretien au service des travaux publics de la ville d'Amqui. Et ce soir, en fait, c'est l'annonce de l'embauche de M. Gilles Filion à ce poste. Il commence dès ce vendredi, soit le 21 janvier. Et nous allons l'accueillir avec plaisir. On a bien hâte qu'il arrive avec nous pour qu'on puisse tranquillement, pas vite, l'intégrer dans notre milieu. On se rappelle que l'entretien à ce niveau-là, c'est surtout pour nos bâtiments. Alors, il y a beaucoup de bâtiments à la ville d'Amqui, autant ça peut être dans des parcs, ça peut être des plus petits bâtiments, des bâtiments de plus grande envergure, puis c'est vraiment pour s'assurer en fait qu'on ait un développement harmonieux et qu'on puisse bien séquencer l'entretien de ceux-ci. Ça va faire partie d'un de ces mandats principaux. Parfait, merci beaucoup, Mme Dupont. C'est ça, c'est qu'on avait déjà fait un premier affichage. La personne qui avait de l'expérience, elle n'était pas restée. Fait que là, on est vraiment content d'avoir quelqu'un qui va occuper ce poste-là aussi. On l'attend avec les bras grands ouverts, avec tout le travail qu'il va avoir à faire. Alors, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition pour l'embauche de M. Gilles Filion? Hélène Guilbeault. Parfait, merci Mme Guilbeault. Il s'est appuyé par? Richard Leclerc. Je vais prendre Richard Leclerc qui a parlé en premier. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Pas de questions, pas de commentaires, pas de vote. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le 9.3, représentation de l'employeur au comité paritaire de santé et sécurité de la ville d'Amqui. Modification des représentants. Alors, c'est Mme Dupont à nouveau.
Exactement. Alors, en ligne directe avec la résolution qu'on vient tout juste d'adopter, puisque nous venons de procéder à l'embauche de M. Gilles Filion à titre de contremaître division entretien, la présente résolution vise à remplacer le directeur des travaux publics, M. Stéphane Chiasson, comme représentant de l'employeur au sein du comité paritaire de santé et sécurité au travail pour que ce soit plutôt M. Gilles Filion. Alors, les représentants de l'employeur sont moi-même, Marie-Hélène Dupont, Mme Marie-Pierre Morin, responsable des ressources humaines, M. Jonathan Lévesque, directeur du service des loisirs, M. Serge Perron, contremaître division voirie, et M. Gilles Filion, contremaître division entretien. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci, Madame Hélène. Alors, est-ce que questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non, donc c'est accepté à l'unanimité. Le point 10, travaux publics et hygiène du milieu. 10.1, optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot 2. Le décompte progressif des coûts numéro 5 pour acceptation. Alors là, c'est à M. Paradis. Oui, donc les travaux au lot 2 pour l'optimisation des installations vont bon train. Il est recommandé donc, suivant également la recommandation des ingénieurs au dossier, la firme Stantec, d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 5 en date du 13 janvier 2022 pour la somme de 42 257,62 taxes incluses à être versées à l'entrepreneur Allen Entrepreneur Général Inc. Parfait, merci M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Et Gilles Charret. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? C'est donc accepté à l'unanimité. Le 10.2, contrat de gré à gré, réaménagement des bureaux au garage municipal. Adjudication. Et c'est présenté par... Oh, oui, donc... tout à fait, là, pour faire un peu du pouce avec ce que Mme Dupont disait tout à l'heure, il y a une nouvelle branche qui a été créée, là, donc la division entretien au service des travaux publics. Donc, un peu en lien avec l'arrivée du nouveau contremaître, il y avait un besoin là, de créer un espace, un réaménagement des bureaux au garage municipal. Donc, c'est pour accorder un contrat de gré à gré à un entrepreneur en construction qui a soumis une offre, donc Construction Desca Inc. pour le réaménagement des bureaux au garage municipal pour un montant de 29 042,69 taxes incluses et d'autoriser la mairesse et moi-même à signer le contrat à intervenir avec l'entrepreneur. Il faut se rappeler aussi que la division entretien, quand le garage municipal a été pensé, elle n'était pas créée, d'où la nécessité là, d'adjuger un contrat là, suivant le contrat d'appel d'offres qui a été fait pour la construction du garage municipal. Parfait. Merci, M. Paradis. Cette fois-ci, je vais dire votre nom. Tout à l'heure, j'ai fermé mon micro en disant votre nom. Merci beaucoup. Alors, bon, suite à la présentation, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un veut demander le vote? Accepté à l'unanimité. Le 10.3 demande au ministère des Transports du Québec l'analyse de la circulation des véhicules lourds sur le pont de l'Anse-Saint-Jean. Alors, je laisse la parole à Mme Dupont pour présenter ce dossier. Oui, alors, comme certains citoyens ont pu l'apercevoir, il y a une nouvelle exploitation de carrière qui s'effectue sur la route Labrie.
Et suite à une rencontre avec divers intervenants, autant le ministère des Transports du Québec, Béton provincial qui s'occupe de la carrière, il a été convenu en fait d'analyser différentes options pour voir celle qui est la plus viable pour une circulation adéquate dans notre secteur afin que tous les usagers soient protégés. Alors, considérant l'augmentation de l'achalandage des transports lourds sur les tronçons du rang Saint-Jean-Baptiste et de la rue des Biens en raison de l'exploitation de nouvelles carrières sur la route Labrie, considérant que le rang Saint-Jean-Baptiste et la rue des Biens sont des tronçons de route partagés entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes, considérant que la présence d'une école primaire sur la rue des Biens et la venue d'un centre de la petite enfance sur la rue Audet, considérant que toutes les options de circulation de ce transport lourd doivent être étudiées, considérant que le ministère des Transports du Québec a demandé à la ville d'Amqui d'adopter une résolution pour en faire cette analyse, il est recommandé au conseil municipal de demander au ministère des Transports d'étudier la faisabilité que la circulation lourde provenant de la carrière sur la route Labrie puisse passer par le pont couvert de l'Anse-Saint-Jean. Merci, Mme Dupont. Alors, on précise bien que c'est au ministère des Transports à faire l'analyse si les véhicules lourds peuvent ou non passer au niveau du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean ou s'il peut aussi emprunter par le rang Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment ce qui appartient au ministère des Transports. C'est ce qu'on lui demande de faire ses devoirs là-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Et Gilles Charret. Merci. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Questions, commentaires sur cette proposition? Est-ce que quelqu'un veut demander le vote? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le 10.4. La reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse. Demande de paiement numéro 3 pour acceptation. Cette fois-ci, c'est M. Paradis. Oui, donc là aussi, le projet est presque terminé, en fait, à plus de 90 %. Tout ce qui reste à faire, là, c'était des travaux électriques aux dernières nouvelles, puis des travaux d'aménagement au printemps. Donc, c'est d'accepter le certificat de paiement numéro 3 en date du 7 janvier 2022 au montant de 295 516,22 taxes incluses à être payé en faveur de l'entrepreneur Pont Expert Inc. Merci beaucoup, M. Paradis. C'est ça, j'espère que les gens, en tout cas, à date, on a de très bons commentaires et il va y avoir justement la finalité de ce projet-là va être fait à la fonte des neiges et tout. Fait qu'on va voir, il va y avoir encore une belle amélioration. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Et Gilles Charret. Merci. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Alors, je rappelle juste que je dois de demander à chaque proposition si quelqu'un veut demander le vote et de confirmer que c'est accepté à l'unanimité. Alors, le point 11, urbanisme. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 14 décembre 2021 et c'est pour un dépôt. Le 11.2, une demande de dérogation mineure pour le lot 6 415 541 du cadastre du Québec, situé au 80 rue Lambert. Et je cède le micro à Mme Dupont. Merci. Alors, la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05. Le 11 novembre dernier, Mme Claire Sénéchal et M. Martin Potvin ont déposé la demande de dérogation mineure numéro 2021-0853 concernant la propriété située au 80 rue Lambert, le lot que vous venez tout juste de mentionner, Mme la mairesse. Considérant que les demandeurs désirent obtenir l'autorisation de régulariser l'aménagement de leur terrain qui ne respecte pas le pourcentage de pente maximum prescrit par le règlement de zonage, numéro 613-05. L'article 9.4.3 du règlement de zonage prévoit en fait que tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point
alors que le talus réalisé par le demandeur possède plutôt une pente ayant un pourcentage de plus ou moins 70 %. Les demandeurs ont déposé une expertise géotechnique réalisée par la firme d'ingénieurs Innovation Amérique Incorporée que vous avez dans vos documents qui vous ont été déposés. Dans les recommandations, l'ingénieur précise que les pentes réalisées par les demandeurs sont stables et il recommande d'adoucir les pentes et de retirer les arbres dans le haut de celles-ci afin d'éviter l'érosion au fil du temps et le déracinement des arbres. Le comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, a étudié le dossier et a émis une recommandation favorable le 14 décembre dernier, sous réserve que toutes les recommandations de l'ingénieur soient respectées. Alors, après analyse, il vous est recommandé d'autoriser l'aménagement d'un talus ayant une pente d'un pourcentage de 70 % maximum, à condition que les demandeurs adoucissent la pente. Ils retirent les arbres dans le haut de celle-ci et végétalisent les pentes avec des arbustes adaptés à ce type d'endroit afin de retenir le sol en place. Merci beaucoup, Mme Dupont. Puis c'est ça, je pense que c'est quand même recommandé par Innovation Amérique, justement, qui sont allés sur les lieux. Alors, suite à ça, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Je vais le proposer. Parfait, merci, Mme Fournier. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène, j'ai entendu le nom à Hélène avant. Alors, question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Peut-être, Madame la mairesse, pour des fins de procédure, juste préciser là, à l'auditoire qu'on n'a pas eu de commentaires écrits en lien avec la demande de dérogation mineure. Là, dans l'avis public là, qui avait été publié en décembre, il avait été question là, de complètement remplacer la consultation normalement publique par une consultation écrite, sachant très bien que probablement la situation sanitaire en janvier serait celle qu'on connaît actuellement, soit qu'on était déjà à distance. Donc, les gens n'ont pas émis de commentaires écrits en lien avec les dérogations mineures à entendre ce soir. Donc, mes petites précisions, là, on a pris la peine quand même là, de regarder et d'afficher, là, comme on le fait à l'habitude, les avis publics pour les dérogations mineures et personne ne s'est manifesté là, concernant les dérogations mineures de ce soir. Merci beaucoup, M. Paradis, de le préciser. Justement, c'est des petites choses des fois que j'oublie, mais merci. Là, ouais. Gênez-vous pas, prenez le micro dans ce temps-là pour amener les choses. Alors, c'est parfait pour celle-là, pour le 11.2. Alors, on va passer au 11.3. Qui, elle, des demandes de dérogation mineure dans le cadre de la régularisation de l'emprise du rang Saint-Guillaume pour les lots 6 434 500, 6 434 472, 6 434 492, 6 434 475, 6 434 473, 6 434 508 et 6 434 507 du cadastre du Québec. Alors, je laisse la parole à Mme Dupont pour nous expliquer le tout. Oui, merci beaucoup. Alors, toutes les demandes de dérogation mineure sont conformes à celui-ci. Considérant que dans le cadre des travaux de régularisation de l'assiette du rang Saint-Guillaume, comme vous vous rappelez, la Ville d'Amqui a entrepris des travaux majeurs dans le rang Saint-Guillaume cet été. Et pour procéder à ceux-ci, puis être en mesure de les faire adéquatement, autant pour assurer la réfection que l'entretien, la Ville d'Amqui a dû acquérir une partie des propriétés visées par les demandes en vertu des articles 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales. Ces acquisitions ont eu pour effet de rendre dérogatoire des situations actuellement conformes ou, dans d'autres dossiers, d'amplifier le caractère dérogatoire de des situations qui étaient déjà existantes. Alors, tous les numéros de lot qui ont été mentionnés par Mme la mairesse, je vais les énumérer propriété par propriété afin de régulariser ceux-ci. C'est ça l'objectif de la démarche. Alors, la propriété située au 0 rang Saint-Guillaume
le lot 6 434 500 du cadastre du Québec. La localisation du bâtiment principal est dorénavant à une distance qui varie entre 7,72 mètres, soit le coin avant-gauche, et 8,79 mètres, le coin avant-droit, de la ligne avant du terrain, que la superficie du terrain est désormais de 913,3 mètres carrés et que la profondeur minimale moyenne du terrain est désormais de 28,01 mètres. Considérant que pour la propriété, toujours au 0 rang Saint-Guillaume, mais plutôt le lot 6 434 472 du cadastre du Québec, la localisation du bâtiment principal est dorénavant à une distance de 6,99 mètres, soit le coin avant-gauche de la ligne avant du terrain. Ensuite, pour la propriété située au 453 rang Saint-Guillaume, le lot 6 434 492 du cadastre du Québec, la superficie du terrain est dorénavant de 2414,2 mètres carrés et la profondeur minimale moyenne est plutôt de 35,46 mètres. Pour la propriété voisine, qui est le 454 rang Saint-Guillaume, soit le lot 6 434 475 du cadastre du Québec, la localisation du bâtiment principal est dorénavant à une distance de 2,38 mètres du coin avant-gauche de la ligne avant du terrain. Pour la propriété du 499 rang Saint-Guillaume, soit le lot 6 434 473 du cadastre du Québec, la localisation du bâtiment principal est dorénavant à une distance qui varie entre 0,55 m et 1,54 m de la ligne avant du terrain, et la localisation de l'escalier avant à une distance qui varie entre 0,1 m et 0,7 m de la ligne avant du terrain. Pour la propriété située au 508 rang Saint-Guillaume, soit le lot 6 434 508 du cadastre du Québec, la superficie du terrain est maintenant de 1848,8 mètres carrés et la profondeur minimale est désormais de 43,20 mètres. Pour la propriété du 510 rang Saint-Guillaume, le lot 6 434 507 du cadastre du Québec, la localisation du bâtiment principal est dorénavant à une distance de 0,62 mètres pour le coin avant-droit et 0,93 mètres pour le coin avant-gauche de la ligne avant du terrain. Et la localisation de la galerie avant à une distance qui varie entre 0,41 mètres et 0,52 mètres de la ligne avant du terrain. La localisation de l'escalier avant à une distance variant entre 0,1 mètre et 1,12 mètres de la ligne avant de terrain et la superficie du terrain est dorénavant de 2874,7 mètres carrés et la profondeur minimale moyenne de 43,53 mètres. Alors, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a analysé l'ensemble de ces dossiers et a émis une recommandation favorable au conseil municipal. Alors, il est recommandé d'autoriser l'ensemble de ces dérogations mineures afin de régulariser leur dossier de propriété et aussi régulariser la situation de l'assiette du chemin qui est le rang Saint-Guillaume. Parfait, merci beaucoup, Mme Dupont. Tout ça, justement, suite aux travaux quand même qui a été fait là, qui devrait plaire quand même aux résidents de ce secteur. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Luc Daigle. Parfait. Je vais donc prendre M. Leclerc pour la proposition et ça va être appuyé par Luc Daigle. Alors, on a questions, commentaires? M. Paradis, on n'a pas eu encore là, on n'a pas eu, il n'y a pas de citoyens qui se sont manifestés? Non. Non, aucun. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 11.4. Cette fois-ci, c'est des demandes de dérogation mineure dans le cadre, encore là, de la régularisation de l'emprise, mais de la route de l'Anse-Saint-Jean pour les lots 6 453 580, 6 453 578, 6 453 618, 6 453 581 et 6 453 584 du cadastre du Québec.
Alors, cette fois-ci, je laisse la parole à M. Vincent. Oui, merci. Les demandes de dérogation mineure concernant le secteur que vous venez de mentionner sont toutes conformes au règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05. Donc, c'est dans le cadre de la régularisation de l'assiette de la route de l'Anse-Saint-Jean suivant les travaux de réfection de la route de l'Anse-Saint-Jean qui se sont réalisés au cours de l'été 2021. Donc, la ville d'Amqui a dû acquérir une partie des propriétés visées par les demandes l'acquisition a fait en sorte que des propriétés se retrouvaient en situation de dérogation mineure ou amplifiaient la situation de dérogation mineure existante. Donc, les propriétés visées sont premièrement le 676 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 6 453 580. La superficie du terrain est dorénavant de 1326,6 mètres carrés. La profondeur minimale moyenne est de 43,50 mètres et la localisation du bâtiment existant est à 7,47 mètres, coin avant gauche, et 7,81 mètres, coin avant droit de la ligne avant du terrain. Pour la propriété qui est située au 680 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 6 453 578, la profondeur minimale moyenne de terrain est dorénavant de 43,87 mètres. Pour la propriété qui est située au 742 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 6 453 618, la superficie du terrain est dorénavant de 2106,9 mètres carrés. Pour la propriété du 796 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 6 453 581, la superficie de terrain est maintenant de 1034,6 mètres carrés et la localisation du bâtiment existant est à une distance de 7,47 mètres, soit le coin avant droit, et 8,17 mètres, le coin avant gauche de la ligne avant de terrain. Pour la propriété qui est située au 800 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 6 453 584, la superficie de terrain est de 1946,6 mètres carrés après les travaux et l'acquisition. La profondeur du terrain est de 49 mètres et la localisation du bâtiment existant est à 8,54 mètres, le coin avant droit de la ligne avant de terrain. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 14 décembre dernier. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser ces demandes de dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Encore là, c'est pour au niveau de l'Anse-Saint-Jean où est-ce qu'on a fait d'asphaltage et améliorer la route. Alors, j'ai entendu Égide Charret qui voulait en faire la proposition. Parfait, merci, M. Charret. C'est appuyé. Luc Daigle. Parfait. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Non, alors c'est accepté à l'unanimité. Le point 11.5, demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 3 164 136 du cadastre du Québec situé au 0 route 132S. Alors, je laisse la parole à M. Paradis. Oui, en fait, là, si on veut se situer, là, on est où la route 132S, là, vis-à-vis la sortie est du chemin du Golfe, l'intersection chemin du Golfe, route 132S, celle le plus à l'est, là, donc dans le secteur du club de golf. La demande de modification là, concerne les terrains au nord de cette zone-là, qui sont dans une zone où l'usage 148 HA est permis. La demande a été formulée par le propriétaire d'un des lots, soit le 3 164 136. Présentement, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a spécifiquement et exceptionnellement autorisé la création d'un îlot déstructuré dans cette zone-là, parce que c'est une zone agricole, normalement. Mais là, il y a un îlot déstructuré qui a été autorisé il y a quelques années pour la construction de résidences dans le secteur agricole, d'où le zonage 148 HA.
Considérant que permettre un autre usage que celui mentionné au paragraphe précédent ne concorde pas avec les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, il faut savoir que le gouvernement émet des orientations par rapport aux usages et l'aménagement des territoires des diverses municipalités au Québec. Celles-ci ont été respectées par la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui dans le cadre de l'adoption de ces schémas d'aménagement et de ces règlements d'urbanisme. Donc, il est recommandé au conseil municipal ce soir de refuser la demande de modification visant à permettre les commerces sur le lot 3 164 136 du cadastre du Québec de la zone 148 HA. Merci, M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Je vais la faire. Sarah-Josée Fournier. Merci, oui, merci beaucoup, Mme Fournier. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Parfait. Questions, commentaires? J'aurais un commentaire, Madame la mairesse. En fait, c'est une précision peut-être là, sur la réflexion que le conseil municipal a eue, de mon côté du moins, pour mentionner peut-être à Monsieur Leclerc, en fait, là, que la ville, que ça représente, en fait, la demande que M. Leclerc voulait qu'on fasse à la MRC représentait des coûts pour la ville et à la lumière des informations obtenues par la MRC, donc via le questionnement qu'on avait fait à M. Denis, il y avait pratiquement aucune chance que cette demande-là finisse par aboutir compte tenu des orientations très claires du gouvernement. Donc, c'est pour ne pas engendrer en fait des coûts supplémentaires à la ville qui mènerait à rien, en fait, que notre réflexion s'en allait dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Denoncourt, pour les précisions. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Développement, le point 12, développement économique durable. 12.1, contrat de gré à gré. Service professionnel en ingénierie pour l'analyse de vulnérabilité et des mesures d'adaptation au changement climatique pour les murs de soutènement en bordure des rivières Matapédia et Amqui. L'adjudication du contrat. Et je laisse la parole à Vincent. Oui. J'ai 3 écrans et des fois, j'ai du mal à venir à activer mon micro. C'est ça, moi, je regarde que le micro va s'ouvrir, puis là, il n'y avait pas. Je vous laisse la parole, M. Paradis. Oui, donc, dans le cadre la ville, le conseil municipal a déposé dans un programme de subvention, le PIAC, pour étudier la vulnérabilité des murs de soutènement au centre-ville. Et c'est la firme d'ingénierie CIMA+, qui a soumis une offre qui correspond aux attentes pour réaliser la dite étude. Donc, une offre qui a été reçue le 13 décembre 2021 pour 2 volets, soit l'analyse de vulnérabilité au changement climatique des murs de soutènement et pour les recommandations des mesures d'adaptation et de résilience en fonction des risques qui auront été analysés, les risques les plus importants, pour un montant total de 79 500 $ plus taxes, conditionnellement à ce que le volet final soit terminé avant le 31 octobre 2023. On comprend que selon la convention d'aide financière reçue, on a une date limite, la ville, pour terminer le projet, et que la démarche suivie soit celle préconisée par le ministère de la Sécurité publique, et d'autoriser la mairesse et moi-même à signer les documents pour autoriser le mandat à CIMA+. Merci beaucoup, M. Paradis. Oui, justement, on avait été interpellés l'année passée ou l'année avant, je ne sais plus trop, justement par des citoyens de la rue Alexis, parce qu'il y a des murs de soutènement qui commençaient à s'affaisser un peu. Et M. Paradis, vous avez vous-même fait des démarches pour avoir une subvention pour justement les analyses qu'on va faire, et là, on avait été accepté. C'est très bien, et c'est pour ça, comme vous dites tout à l'heure, que les travaux doivent être terminés quand même au 31 octobre 2023 pour qu'on puisse recevoir les subventions.
Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Brigitte Charret. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Le 12.2. Demande, et cette fois-ci, c'est le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia pour la gestion des risques liés au changement climatique sur les murs de soutènement situés au centre-ville d'Amqui pour une autorisation. Et à ce moment-ci, je passe la parole à Mme Dupont. Oui, alors, toujours en lien avec le contrat qu'on vient tout juste d'octroyer à CIMA+, la MRC de la Matapédia a un fonds qui est le Fonds Région et Ruralité qui nous permet d'aller chercher des sommes. La présente résolution vise à obtenir l'autorisation que le directeur du service de développement économique durable soit autorisé à présenter une demande d'aide financière à la MRC de la Matapédia pour le Fonds Région Ruralité pour et au nom de la ville d'Amqui, de confirmer à la MRC que la ville s'engage à payer la part des coûts et de confirmer aussi à la MRC de la Matapédia que le directeur du service de développement économique durable sera la personne responsable du dit projet. Alors, on serait admissible à une subvention de 5 000 $ afin de diminuer le coût, en plus de la subvention qu'on a obtenue de la part du ministère des Affaires municipales, dont M. Paradis faisait mention tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, cette fois-ci, pour aller chercher un autre 5 000 $ pour ainsi réduire la facture pour les citoyens d'Amqui, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point 13, loisirs et culture, aucun sujet. Le point 14, demande de dons et commandites, aucun sujet non plus. Le point 15, représentation, congrès et formation, aucun sujet. Le point 16, affaires nouvelles. Alors, on a au 16.1, nomination d'un élu substitut pour la vérification des comptes à payer. Alors, ici, je pense que je vais tout simplement mentionner, c'est que lorsque la nomination a été faite pour les responsabilités, c'est M. Pierre-Luc Denoncourt, comme je disais un petit peu plus tôt, qui avait la responsabilité au niveau de la vérification des comptes. On comprend que M. Denoncourt a un travail qui l'amène à aller à l'extérieur, ce que j'ai connu moi aussi dans mon ancienne vie. Alors, c'est ça, c'est qu'on comprend ça peut arriver qu'il ne soit pas là, la raison pour laquelle moi je l'ai fait vendredi. Alors, la façon qu'on va procéder, c'est que, bon, M. Pierre-Luc Denoncourt va quand même garder la responsabilité, mais on va nommer pour l'année 2022 un substitut. Et M. Richard Leclerc a accepté d'être le substitut à M. Denoncourt pour l'année 2022. Donc, si vous n'êtes pas présent, ben à ce moment-là, vous communiquez avec M. Leclerc pour que lui puisse faire la vérification. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'acceptation de ce fait. Brigitte Charret. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Parfait, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ben, je tenais juste à vous remercier, Madame la mairesse, pour ce mois-ci, à remercier Monsieur Leclerc. On a, dans nos discussions, Madame Blanchette, on a trouvé là un moyen que je puisse, dans la grande majorité des cas, là, faire le travail. C'est surtout en période hivernale comme là où des déplacements, je me déplace très loin, fait que des fois, je suis pris par la tempête, comme ce soir d'ailleurs, où je suis à distance. Parfait, c'est très bien compréhensible, M. Denoncourt. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc accepté à l'unanimité. On est rendu à la période, au point 17, qui est la période de questions des citoyennes, citoyens. Alors, M. Paradis, est-ce que quelqu'un s'est manifesté?
Ben, en fait, on n'avait pas eu de commentaires Oui. écrits, là. J'en ai pas reçu durant la séance. Sinon, on a un citoyen qui est parmi nous. Je ne sais pas si il souhaite, là, comme à la première séance de questions, là, les consignes avaient été données par Mme Dupont. Là, si on souhaite poser une question, on ouvre notre micro, on s'identifie, on adresse notre question à la personne concernée. Je ne sais pas si Je rajouterais Mike juste Roy veut prendre la parole. Je rajouterais juste qu'on doit ouvrir la caméra et le micro. Et M. Roy dit non, merci. Je ne fais que suivre la séance. Ben, c'est très bien, M. Roy. On apprécie d'avoir que vous soyez là. De toute façon, merci beaucoup. Donc, ça mettrait fin à la période de questions. La période de questions. Bon, ben parfait. Alors, à ce moment-ci, c'est le point 18, période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a un élu ou un élu ou deux qui désirait prendre la parole à ce moment-ci? Non? Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Alors, merci. Pour moi, c'était quand même ma première séance complète du conseil en virtuel. J'espère que, en tout cas, pour moi, ça a été agréable. On a toujours plus hâte de se voir et de se dire bonjour en personne bonjour, bonsoir, plutôt en personne quand ça se termine. Fait que merci de votre compréhension, merci de votre bienveillance aussi. C'est ça, on va m'en donner le micro des fois, mais je crois que ça a très bien été. Alors, je vais à ce moment-ci prendre une proposition pour la levée de la séance. Égide Charret. Monsieur Charret, notre fidèle. Alors, c'est proposé par Égide Charret, c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Je pensais quasiment que j'aurais pas d'appui. Est-ce que question, commentaire? Alors, personne ne demande le vote, j'imagine. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci de la DVC aussi qui est là avec nous, mais qu'on voit un petit carré noir. Et fait que merci beaucoup d'être avec nous toujours. Alors, bonsoir tout le monde.